Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 5e épisode de 5 minutes d'arrêt concocté par la rédaction Affaires de Lefebvre Dalloz. Commençons avec Geoffrey par un arrêt de la Chambre commerciale qui précise les circonstances dans lesquelles la résolution unilatérale d'un contrat est possible sans mise en demeure préalable. Geoffrey, nous t'écoutons. Dans cette affaire, une société confie la maintenance d'une machine-outil à un prestataire spécialisé. Mais elle n'est pas satisfaite des réparations qu'il lui apporte, les relations entre les parties se dégradent, et, se plaignant du comportement du dirigeant de la société à son égard, le prestataire lui notifie qu'il met fin au contrat. Devant la justice, la société conteste la résolution. Selon elle, le comportement de son dirigeant n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, et le prestataire ne l'a pas mise en demeure d'y mettre un terme. Que répond la Cour de cassation? La Chambre commerciale rejette ces arguments. On sait qu'en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le créancier peut le résoudre par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Elle retient ici qu'une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée lorsque les circonstances montrent qu'elle est vaine. Elle relève que le comportement du dirigeant de la société cliente était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. En l'occurrence, il avait notamment tenu des propos insultants et méprisants à l'égard d'un employé du prestataire, avait donné des ordres directs à un autre sans en informer sa hiérarchie. Dès lors, ce comportement fautif ne permettait plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes du prestataire. Dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la mise en demeure de s'exécuter était vouée à l'échec. Imposer le respect d'un tel formalisme n'aurait pas eu de sens. La Cour reconnaît, à l'instar de l'urgence, un nouveau cas de dispense de mise en demeure préalable à la notification de la résolution. Elle avait déjà admis, avant la réforme du droit des contrats, que l'agressivité verbale et le comportement ambigu d'un co-contractant autorisaient l'autre à rompre immédiatement le contrat. Passons maintenant à un arrêt très important de la Chambre commerciale qui a retenu toute notre attention au droit des sociétés. Alexandra, peux-tu revenir sur les faits? Il s'agit d'une mère et de son fils qui constituent une SARL à parts égales. La mère cède la totalité de ses parts à des époux, et le même jour, le fils cède une partie de ses parts à 2 autres personnes. À l'issue de ces cessions, la SARL est composée de 5 associés, parmi lesquels les époux acquéreurs qui détiennent la moitié du capital. 12 ans plus tard, au décès de la mère, sa fille, constatant qu'il n'y a pas de part de la SARL dans l'actif successoral, conteste la régularité de la cession et en obtient l'annulation pour faux. La nullité de la cession étant rétroactive, les époux acquéreurs sont censés ne jamais avoir eu la qualité d'associés. Le fils demande alors l'annulation des assemblées générales auxquelles les époux avaient participé, cette annulation devant entraîner la nullité de l'approbation des comptes et des distributions de bénéfices. La Cour d'appel fait droit à sa demande et les époux contestent cette décision devant la Cour de cassation. Quels sont les arguments des requérants? Les époux reprochent notamment à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la transmission successorale des parts aux enfants de la défunte aurait exercé une incidence sur le sens des délibérations litigieuses. Pour écarter cet argument, la Cour de cassation pose le principe inédit suivant. La participation d'une personne qui n'a pas la qualité d'associé aux décisions collectives d'une SARL constitue une cause de nullité des assemblées au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l'irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. On peut faire 3 remarques sur les principes dégagés par cet arrêt. Une première sur le champ d'application. Bien qu'il vise les SARL, nous pensons que ce principe vaut pour toute autre société, civile ou commerciale. Sur sa portée, ce principe est contraire à celui retenu auparavant par la 3e chambre civile de la Cour de cassation. La 3e chambre a en effet considéré que l'annulation d'une assemblée de SCI était justifiée dès lors que des non-associés y avaient participé, peu important que leur participation eût été sans influence sur le résultat du vote. La 3e chambre civile alignera-t-elle sa position sur celle de la chambre commerciale? Et une dernière remarque sur la nouveauté du principe. La solution est certes inédite, mais la condition selon laquelle l'irrégularité doit être de nature à influer sur le résultat du processus de décision n'est pas nouvelle. Rappelez-vous, dans l'arrêt Larzul 2 que nous avions présenté dans notre premier épisode, la Cour de cassation a précisé qu'une décision collective de SAS peut être annulée pour violation d'une clause statutaire sous réserve que cette violation soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Je m'arrête là sur cet arrêt passionnant. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers notre commentaire publié au BRDA, dans lequel on se penche notamment sur la question de savoir si cet arrêt remet en cause la théorie du vote utile. Terminons avec un arrêt de la 3e chambre civile en matière de bail commercial. Les faits étaient très classiques.
Un propriétaire agit contre son locataire qui lui doit 20 031 € en vue de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers. Par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, un juge octroie des délais de paiement au locataire. Il l'autorise ainsi à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités et ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire. Il prévoit cependant la reprise immédiate de ces effets à défaut d'un paiement d'une seule mensualité. Or justement, à l'issue du délai accordé, il reste un solde impayé de 31 € et le bailleur s'en prévaut pour demander l'expulsion du locataire. Une cour d'appel rejette sa demande. Pour elle, la clause résolutoire n'a pas joué car elle a été invoquée de mauvaise foi par le bailleur. Le montant restant dû étant minime et le locataire ayant versé 20 000 € en 8 mois alors qu'il en avait 24 pour apurer sa dette. Mais la Cour de cassation casse cette décision. Le non-respect des délais fixés par l'ordonnance rendait la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi du bailleur puisse y faire obstacle. Que dire de cette décision ? On sait que la Cour de cassation exige depuis longtemps que la clause résolutoire d'un bail commercial soit mise en œuvre de bonne foi. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire alors qu'il sait que le locataire est en vacances. Elle avait étendu cette condition de bonne foi au cas dans lequel le locataire ayant obtenu en référé des délais de paiement ne parvenait pas à s'acquitter de sa dette en raison de la mauvaise foi du bailleur. Elle revient ici sur cette solution. Merci Alexandra, merci Geoffrey. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit des affaires.